Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Roxy Freud, Katsu, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? On y arrive enfin, l'introduction à la criminologie, tel que notre Katsu l'a attendu impatiemment. Ça y est, on y est. Et on y est pour 2 lives, parce qu'effectivement, on n'en a pas qu'un, on en a 2. Bon, ça va être assez rapide, honnêtement, je pense, hein. Il y a 17 questions, mais ça risque d'aller vite, je pense. Et semaine pro, pareil. Enfin bref, on verra. À chaque fois, mais on verra bien. Ta, ta, ta. Tu l'as sacrément mérité, ça c'est sûr. Bon, je sais pas. Tac. Bon, on essaie de me déconcentrer, encore et toujours. Ta, 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 ta. Bon, du coup, bon, vous avez vu le planning. Cette semaine, on devrait se voir un petit peu quand même. Ça va. Demain, on poursuit. On finit le dernier épisode Enfin, le dernier épisode, le dernier, en parlant de mercredi dernier. On fait la fin de l'épisode de Life is Strange. On en commence certainement un autre, à part si c'est vraiment long. On a 2 Life is Strange, je crois. J'ai mis du Housekeeper aussi, je crois. Et on a évidemment le retour du cringe dimanche. Donc voilà, un bon petit programme, un petit peu varié. Ça va être sympa. C'est ça exactement, Nico. Un petit peu 6 jours sur 7. Ah non! Si? Ah ouais? Ah oui. Ça fait beaucoup, hein? Bah plains-toi, qu'est-ce que c'est ça? Non mais tu te plains? Bon, on va lancer tranquillement sur cette ça y est, je commence déjà à bégayer. Sur ce magnifique son de Bring Me the Horizon. Je coupe, évidemment. Alors, tac, on va mettre la musique du Out. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que tout le monde est là? Il me semble qu'on en a perdu un en route. Je suis pas sûre. Yes, c'est ça. Mais oui, parce que je savais plus. Mais non, il y a que mercredi que j'ai des impératifs. On va dire ça comme ça. Bref, alors, tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Ouais, donc là, on est vraiment dans une intro. J'ai hâte, en fait, mais bon, bah, il faut le temps de faire les autres aussi, mais on va avoir des sujets bien plus complets, croustillants sur cette thématique-là. Enfin, j'ai hâte, ça va être cool. Mais bon, voilà. Chaque thème en son temps, hein, on y arrivera. Peut-être, qui sait. Il va falloir qu'on trouve quelque chose d'ailleurs pour ça, avant que Ziglo nous relance à nouveau. Bon, on va lancer tranquillement avec la première question. Je sais pas où foutre ma bouteille parce qu'elle coupe mon écran. Alors, qu'est-ce que la triade de McDonald's? On ne parle pas du McDo, hein. Je suis pas sûre que je doive le préciser, mais au cas où. Hein. Bah, c'est très bien, c'est très important d'être curieux, Nico, t'as bien raison. Alors, la triade de McDonald's, c'est un trouble alimentaire, un trouble anxieux généralisé, un syndrome dépressif ou un indicateur précoce de violence extrême. Ok, bon, ça va. Il y en a qui ont capté de quoi on parlait ce soir. Bienvenue à vous. Donc voilà, c'est souvent cité comme un indicateur précoce de violence extrême, voire même de futur tueur en série. C'est pour dire. C'est une jolie triade. Moi, j'aurais plutôt dit nuggets, sauce chinoise et McFlurry M&M's. C'est une bonne triade aussi. Quelle est votre triade à vous? Ça inclut la violence. Euh, je ne vais pas répondre à la question. Je ne vais pas répondre à la question. Deuxième question. Quel comportement fait partie de la triade de McDonald's? Mensonge chronique, cruauté envers les animaux, trouble du sommeil ou isolement scolaire? Toi, t'es plus de 180. Je suis pas burger, moi. À part ceux de mon petit Maxou. Donc, et l'effet maison, évidemment. Mais je comprends, je comprends.
Non, mais c'est clair, tu te tais, tu parles après. Bien joué. Voilà. Donc, en 63, c'est MacDonald, donc de son petit prénom John, qui est un psychiatre judiciaire, qui va observer chez certains patients violents 3 comportements durant l'enfance. Ça, c'est assez connu quand même, je pense. Qui est donc la cruauté envers les animaux, les départs de feu et l'énurésie persistante. Alors l'énurésie, c'est quoi? C'est faire pipi au lit après 5 ans. Et donc avec le temps, cette observation, ça va devenir une théorie populaire et ces signes, ça prédirait un avenir criminel violent. Voilà. Donc si vous connaissez des gens qui, étant enfants, ont été cruels envers les animaux, ont fait des départs de feu et ont fait pipi au lit après 5 ans, posez-vous des questions. Bon, et si cette personne c'est vous, je veux pas savoir. Voilà. On continue. Que montrent les études sur la triade complète? Qu'elle est rare et peu prédictive, qu'elle est systématique chez les criminels, qu'elle est fréquente et fiable ou qu'elle est uniquement génétique? C'est un peu la question à la con, ça, je suis d'accord. Mais tiens, bah voilà. Bah voilà. Donc là, ça vous montre bien qu'on est en train de parler d'un truc, mais qu'en fait, bon, c'est pas le cœur du truc, du sujet. Qui n'a jamais vu ça, c'est pas... Ça fait que commencer, Nico. Pas de... On fait pas de conclusion directe. Katsu, je ne te lis plus. Donc, effectivement, il y a un problème, c'est que les études ultérieures, elles vont montrer que ces 3 signes réunis, mais finalement, ils sont plutôt rares et que leur valeur prédictive, elle est faible. Donc, il n'y a aucun consensus scientifique solide qui permet d'affirmer qu'ils annoncent eux seuls une trajectoire d'homicide. Par contre, voilà, c'est pas... Il faut bien comprendre que c'est ces trois comportements, donc cruauté, départ de feu et énurésie, c'est pas que ça qui va faire que vous serez un tueur en série. Vous voyez, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que ça. Ils en font partie, mais il ne faut pas juste voir ça. Et donc, on va voir que la recherche, elle va mettre davantage en lumière d'autres choses. Donc, ces comportements-là, ils sont souvent liés à une scolarité brillante, à des environnements familiaux dysfonctionnels, à une forte sociabilité ou à une intelligence élevée. Ah! Bon. Alors, peut-être qu'une intelligence élevée, qui sait, d'une certaine façon, peut-être qu'il y en a certains, en tout cas. Mais donc effectivement, ces comportements, ils vont être fortement corrélés à des environnements familiaux qui vont être plutôt dysfonctionnels, où il va y avoir de la maltraitance, ça va être lié au traumatisme précoce et à des stratégies d'adaptation qui sont plutôt défaillantes. Hein, stratégies d'adaptation, ces personnes-là sont pas très très bien adaptées. Hein, on se le dise. C'est qui en photo, je me reconnais. Ah, mais j'ai pas vu qui c'était. Je sais plus. Je sais plus lequel c'était. Est-ce que c'était pas Bundy? Je sais plus qui c'était, j'ai pas fait gaffe. Ça peut venir un peu de partout aussi. Mais comme tout, finalement, tu vois, comme tout trouble, il va y avoir un cœur où il y a plusieurs éléments mis ensemble et généralement tu vas te dire, bon, là c'est sûr, ça va mal tourner à un moment donné. Mais comme pour tout trouble, finalement. Que traduisent principalement ces signes chez l'enfant? Une volonté de nuire, une détresse psychologique, une absence d'émotion ou une manipulation consciente. Des fréquentations aussi, ça on en parlera plus tard aussi. On va pas mal parler de tout cet environnement qui va pousser la personne à devenir criminel, délinquant, tout ça. On le reconnaît, c'est Chouchou. Tout à fait, c'est Chouchou. Donc ça, c'est un acteur, hein, qu'on soit bien d'accord, qui joue Jeffrey Dahmer. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Bien joué au lapin spirituel. Donc en fait, ces signes, ils parlent moins d'un futur tueur que d'un enfant en détresse, qui va tenter en fait de retrouver du contrôle, d'exprimer une colère ou de survivre psychiquement. Et donc pourtant, malgré l'absence de preuves empiriques solides, cette triade-là, elle reste omniprésente dans les séries, dans les films, dans les discours médiatiques et parfois même dans certains milieux académiques. Donc, pour conclure, cette triade de McDonald's, qui n'est pas celle du McDo et des nuggets, hein,
On a un petit peu de réalité, beaucoup de raccourcis, vous l'avez compris, mais surtout un rappel essentiel qui est que derrière les comportements, il y a toujours une histoire. Il faut toujours aller plus loin, il faut approfondir un petit peu. Il ne faut pas s'arrêter à 3 types de comportements. Il faut voir tout ce qui se passe autour. On poursuit avec 4 prochaines questions. On passe au tueur en série. Un tueur en série commet au minimum combien d'homicides? 3, 5, 10 ou 2? Pour qu'on le qualifie de tueur en série, il faut qu'il y ait au moins un minimum de combien d'homicides? On fait une série. Bien joué. Ouais, 5 ça fait... Alors, bon, 3 c'est beaucoup, qu'on soit bien d'accord. 5 ça fait encore plus. Bon, le tueur en série, voilà, c'est minimum 3. Donc, bien joué pour les 3 bonnes réponses à filles. Donc, il commet au moins 3 homicides. Les victimes des tueurs en série sont le plus souvent des collègues, des proches, des membres de la famille ou des inconnus. Les chiffres, les chiffres. Là, c'est un peu du pif. Oui et non. Là, on n'était pas dans les pourcentages. On va avoir des pourcentages après, préparez-vous. J'ai perdu mon truc. C'est pas pareil, ça, hein? J'ai pas la réponse à ta question. On va dire qu'on se base sur les études américaines, hein, parce que c'est surtout là-bas qu'il y a... Enfin bon... Voilà, on parlera plus tard. J'hésitais. Alors, on a quoi? Donc, un tueur en série, c'est une personne qui va commettre 3 homicides sur des victimes qui vont être le plus souvent inconnues. Le plus souvent. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes inconnues, mais généralement, c'est le cas. Les crimes, ils sont généralement commis à des moments et lieux différents, au même endroit, dans un cadre familial ou le même jour. Mais tant mieux, c'est essentiel, Nico. Ok. Donc, 3 homicides, victimes le plus souvent inconnues, dans des lieux et des temps différents. Et enfin, que retrouve-t-on entre 2 passages à l'acte? Une confession immédiate, une amnésie totale, une période de refroidissement ou une détention systématique? Je vais devenir vidéaste, moi, t'imagines même pas. Perso, il est trop inspiré, ça lui plaît trop. Le live, pas les vidéos. Ok. Alors non, l'amnésie totale, non. Ça va être dans des cas ultra rares, j'imagine. J'en connais pas. Peut-être si vous avez des histoires où il y a eu des tueurs qui se souvenaient plus. Mais après là, c'est pareil. On va vouloir faire passer l'amnésie, machin, pour essayer d'avoir une peine moins lourde. Bon, moi je suis un peu théorie du complot, mais bon, bref. Donc on récapitule. Tueur en série, c'est une personne qui va commettre au moins 3 homicides sur des victimes qui vont être le plus souvent inconnues, dans des lieux et des temps différents, avec une période de refroidissement entre chaque passage à l'acte. La période de refroidissement, comme le dit son nom, hein, c'est une période où il va rien faire. Il va refroidir. On passe au pourcentage. C'est pas très compliqué là, je pense. Quelle proportion des tueurs en série sont des hommes? 50, 92, 75 ou 60%? Hormis des histoires de tueurs avec des troubles et personnalités... Voilà, exactement. Dès que tu as un trouble, voilà, là ça devient un petit peu plus complexe. Donc on avait du 92 versus 75. Et effectivement, 92% sont des hommes. Quelle proportion des tueurs en série sont des femmes? 32, 15, 8 ou 73? La question est presque trop facile. Si on prend 100% des tueurs en série et qu'on a 92% d'hommes, il nous reste donc 8% de femmes. Tout à fait. Bien joué.
Et bien joué pour les 4 bonnes réponses d'affilée. Ensuite, où les tueurs en série sont-ils majoritairement recensés? En Europe, en Asie, en Afrique ou aux États-Unis? Ah, t'es trop bisounours. C'est sur elle qui devrait faire la prochaine saison. Ah bon? Ils ont rechangé? Bon, effectivement. Tout à fait. Nous sommes aux États-Unis. Donc 92% d'hommes, 8% de femmes et la majorité sont recensés aux États-Unis. On passe aux victimes. Quelle est la proportion de victimes blanches? 25, 40, 67 ou 85%? Non, dans le sens. Ah ben oui, ah ben carrément. Carrément. Bah, ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement. Donc, tac, tac, tac. Ouais, victime blanche, 67%. 85, c'est beaucoup. Bon, 67 aussi, qu'on soit bien d'accord. Mais non. 67. Tac, tac, tac. Et deuxième question. 6 bonnes réponses d'affilée. On ne l'arrête plus. Et quel est l'âge médian des victimes de tueurs en série? 60 ans, 45 ans, 29 ans ou 18 ans? Ouais, 29 ans. Vous imaginez? Moi, je suis encore limite, hein. À tout moment. Mais voilà, l'âge médian, c'est 49 ans. 29 ans. N'importe quoi. Donc, les victimes sont à 67% blanches avec un âge médian de 29 ans. Cliniquement, le fonctionnement des tueurs en série, il est quand même assez complexe. Et il s'intègre mal dans les classifications psychiatriques classiques. On commence déjà à bien le comprendre. La criminologie, elle va permettre d'identifier des schémas qui vont être récurrents, des signatures, et à long terme, d'approcher la personnalité du tueur. J'ai l'impression que je vous donne un tuto. Alors, comment devient-on tueur en série? Il ne va pas exister, on l'a vu tout à l'heure, une cause unique. Mais il va y avoir une interaction entre des traumatismes précoces, donc abus, violence, négligence, des facteurs biologiques ou neurologiques, un environnement familial qui sera plutôt dysfonctionnel et des difficultés d'empathie et de régulation des pulsions. Comme je vous l'ai dit, là on est vraiment ce soir dans l'introduction. Tous ces sujets-là, on va vraiment les approfondir plus. C'est trop hâte. Ou comment approcher ça? Ouais. Mais... Donc, être tueur en série implique-t-il forcément une psychose? Seulement chez les femmes, oui dans la majorité des cas, non ou oui toujours. C'est pas mal ça, Nico. J'espère. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Non. Oui dans la majorité. Ah bah non, voyons. Je comprends la réponse, mais non. Être tueur en série, ça ne va pas impliquer systématiquement une psychose. Chez certains, le passage à l'acte, il va être impulsif et désorganisé, tandis que chez d'autres, il va être préparé et ritualisé avec un modus operandi précis. Voilà, on verra tous ces termes la semaine prochaine, je crois. Donc, même sans acte sexuel explicite, le tueur en série va souvent être considéré comme un criminel sexuel, mu par des fantasmes sadiques, de contrôle, de violence et de mort. Alors qu'il n'aura pas forcément fait tout ça. Mais bon, voilà. On l'a bien vu, rien qu'avec la triade de McDonald's, on a vite des idées reçues sur les tueurs en série. On dirait que je suis presque en train de les défendre, c'est terrible. Oui, ça va, merci maquillage. Ça passe un bon week-end, tout va bien. Et nos 2 dernières petites questions. Vous voyez, ça va vite, hein, ça va vite. C'est voilà. Alors, qu'est-ce qui caractérise surtout le tueur en série? Impulsivité et regret immédiat, absence totale de motivation, acte unique et spontané ou répétition, gratification et mise en scène. Effectivement, vous commencez à capter un petit peu. Voilà. C'est pas seulement le meurtre qui va le définir au tueur en série, hein. Ça va bien être le fait de répéter,
va y avoir plusieurs meurtres. La gratification psychologique, donc ce que ça va lui apporter, il va être content, il va ressentir un gain. Vous voyez, parce que le meurtre, il va le faire pour une certaine raison, pour gagner quelque chose, et voilà, donc il est content. Et une mise en scène du passage à l'acte. On le voit avec certains tueurs en série, enfin voilà, il y a des choses qui se répètent, qu'on va reconnaître, il y a tout un travail autour. Voilà. C'est un peu bizarre, hein, de dire tout ça, je trouve. 2 ans déjà? Mais non! Attends, je regarde. Punaise, mais oui! 1er septembre 2024. C'est fou comme le temps passe vite, hein, quand même, hein. C'est une folie. Waouh! Je m'en rends pas compte, mais waouh! Ben, cet été, on fait les 3 ans déjà. 3 ans! Malheur. Quelle idée! Quelle idée! Allez, on fait la dernière question. Contrairement aux crimes impulsifs, les crimes des tueurs en série se caractérisent par spontanéité, regret immédiat, absence de planification, continuité, ritualisation et anticipation ou désorganisation totale. Bien joué. Contrairement aux crimes impulsifs ou passionnels. Donc, on en a parlé un petit peu des crimes passionnels. Ça va être un peu... Enfin, même si on dit plus trop ça. Hein. Mais voilà, ça va être... oh, mon mari m'a trompé, je vais le buter. Voilà, je réagis sous le coup de l'émotion, de ma pulsion. Et crime impulsif, enfin voilà. J'ai une pulsion, je vais le tuer, j'ai pas réfléchi. Ben, chez eux, ben, il va plus y avoir une continuité, une ritualisation et une anticipation. On poursuit le travail qu'on a commencé avec des rituels. Voilà, c'est fait d'une certaine façon, c'est ritualisé et on anticipe. On réfléchit bien, il n'y a pas d'impulsivité. Alors pour certains, oui, attention, hein, mais j'ai pas les mots, on les, euh, on les distingue ben justement des tueurs qui vont tuer une fois par impulsivité de par le fait qu'ils les anticipent, etc., etc. Allez, voyons voir ce petit podium. Je n'ai plus mes mots. Nous avons un orque artiste en 3e position, suivi du merle noir adorable, qui ne mangera pas, suivi du lapin spirituel qui a tout donné, qui était au taquet ce soir et très inspiré, suivi du pingouin et du poulpe. Et je crois qu'on a une 6e personne même. Je ne vois pas. Bien joué à vous. Ah, c'est vrai que c'était rapide. Donc semaine prochaine, je ne vous fais pas de, de sondage, parce qu'on reste sur le même sujet. C'est gentil, maquillage, merci beaucoup. Donc on va rester sur les tueurs en série, et on va parler des catégories de tueurs en série, parce qu'on a plusieurs catégories de tueurs en série. Donc on va surtout parler de ça, de leurs différents profils, et on parlera aussi de ce qu'ils font. On va parler de différence entre un tueur et un tueur en série. Quelle est la différence? Et on va parler de termes un petit peu... Ouais, on va parler de plein de choses. Ça sera peut-être un petit peu plus long, un chouïa plus long. Donc voilà. Ok, bon, mais pas mal. Pas mal, pas mal. C'est comme les Pokémon, les tueurs en série. C'est-à-dire... Ah, ils ont différents profils. Ils ont plusieurs types et attraper les deux. Oui, vaut mieux les attraper, c'est quand même... c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Tac. C'était cool. Belle observation, Nico. Bravo. Félicitations. On est tous d'accord avec toi. Ben moi, je vais aller m'installer tranquillement pour aller manger et regarder Marié au premier regard et bitcher avec Sam devant. Nous, on va se retrouver demain, du coup, sur Life is Strange pour finir l'épisode 4, hein, je crois. Et peut-être on verra commencer l'épisode 5, mais pas sûr. On verra bien. Et puis voilà, hein. Et puis apparemment, on se voit 6 jours sur 7 cette semaine. Donc voilà, profitons, enjoy. Bon les amis, bravo à vous pour votre participation et pour vos bons scores. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à venir. Et on se retrouve demain vers 17h30 comme d'habitude. Voilà, voilà. Des bisous, à demain. Ciao, ciao.